Bonjour tout le monde. Donc moi je vais vous parler de l'intérêt potentiel de la cryoanalgésie en chirurgie thoracique. Donc je suis votre Nicolas, je suis PH en anesthésie réanimation au sein du CHU à Brabois dans le service du professeur Losser et professeur Guercy. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Donc déjà quelques mots d'introduction. Donc la douleur post-opératoire en chirurgie thoracique, c'est quelque chose d'important, qui est parfois difficile à manager, qui est particulièrement sévère, en particulier dans les thoracotomies. Il y a une évolution chronique qui est préoccupante, avec dans certaines séries 15 à 50% des cas d'évolution vers des douleurs chroniques. L'approche actuelle se fait par analgésie multimodale, donc avec des antalgiques de palier 1, 2, 3, bloc paravertébral avec ou sans cathéter, analgésie péridurale. Tout ça, c'est efficace, mais au bout d'un moment, le cathéter, on est bien obligé de le retirer, que ce soit pour la péridurale ou le bloc paravertébral. Donc la question un petit peu introduite, c'est quel est l'apport de la cryoanalgésie dans ce contexte et permet-elle une amélioration de la douleur post-opératoire et sur le plus long terme. Donc l'anatomie de l'innervation thoracique, donc on voit qu'avec nos méthodes antalgiques actuelles, on agit essentiellement par exemple avec le BPV ou la péridurale sur les nerfs intercostaux T1, T10, sur la plèvre pariétale, les côtes et les muscles intercostaux, et qu'il y a de nombreux autres facteurs sur lesquels on n'agit pas, d'où l'intérêt d'avoir l'analgésie multimodale. Donc, quels sont les principes de la cryoablation nerveuse? Donc, les principes, c'est assez simple. C'est l'utilisation d'une sonde refroidissant au niveau du nerf à moins 65 degrés pendant 2 minutes, 120 secondes, sur les nerfs intercostaux. Généralement, ce qui est préconisé, c'est de faire 2 niveaux au-dessus et 2 niveaux en dessous de l'incision de thoracotomie. Quand il y a une thoracotomie, quand il y a une thoracoscopie, il faut étager sur à peu près 4 à 5 niveaux. Les avantages cliniques, c'est qu'on va avoir en fait une réduction, une dégénérescence axonale de type valérienne, c'est-à-dire que l'axone distal va dégénérer, ainsi que la myéline associée, et qu'il va y avoir une régénération qui va prendre plus de temps, donc généralement 3 à 5 mois. Donc c'est un phénomène, le fait qu'on applique une température de moins 65 degrés, ça permet finalement, inférieur à 120 degrés, il y a des lésions irréversibles, et entre moins 20 et moins 120 degrés, il y a des lésions qui sont pour le coup réversibles et qui peuvent se régénérer. Donc à cela, il faut toujours associer malgré tout une analgésie multimodale complémentaire, donc avec les antalgiques IV, palier 1, 2 ou 3, la péridurale ou le BPV avec cathéter également, parce qu'en fait, l'une des limites de cette technique, c'est qu'elle n'est pas efficace d'emblée. Il va y avoir un délai de 48 à 72 heures avant d'avoir une efficacité, et il y a même certaines études qui retrouvent qu'on a une augmentation de la douleur dans les 48-72 premières heures liées à la cryoanalgésie, du fait de l'inflammation qui va être créée au niveau du nerf et qui va faire éventuellement de l'hyperalgésie. Donc les indications potentielles, donc en chirurgie pédiatrique, dans le pectus, excavatum et nus, c'est assez documenté. En chirurgie thoracique adulte, plus la résection pulmonaire, et également en chirurgie cardiaque. Donc c'est une technique qui a un profil de sécurité plutôt favorable, avec une absence de complications majeures apportées dans les études. Un effet antalgique, comme on a dit, différé de 48 à 72 heures, qui nécessite une analgésie multimodale à la phase initiale. Une efficacité analgésique est parfois rapportée comme incomplète, avec jusqu'à 45% de patients nécessitant le recours à une analgésie péridurale, dans l'étude de Pourac de 2024, et des complications exceptionnelles, c'est surtout des douleurs neuropathiques persistantes à distance, avec cette sensation que rapporte le patient d'anesthésie qui est parfois dérangeante. Donc, comme le temps est limité, je propose un état des lieux de la littérature pour les différents types de chirurgie et les différentes voies d'abord. D'abord, dans les chirurgies mini-invasives, par thoracoscopie ou par robotique, on a 2 études rétrospectives et 3 essais randomisés. À chaque fois, c'est des chirurgies mini-invasives, uniportales de résection pulmonaire essentiellement. Donc nous avons le standard utilisé, parce que c'est important de savoir
à quoi on compare l'utilisation de la cryoanalgésie. Le standard était le bloc intercostal dans l'étude de Maxwell et Wexler et Lowe, et les antalgiques Perros dans l'étude de O'Connor et Gaspari. Ça, c'est parce qu'en fait, l'ensemble des études de la littérature est assez discordante sur la cryoanalgésie, et le problème, c'est qu'on n'a pas un protocole commun qui est appliqué à toutes les études, et que bien sûr, c'est pas la même chose si on met une péridurale, si on fait un BPV, si on fait un bloc intercostal, de si on fait une analgésie Perros systématique. Donc, globalement, ce que l'on voit, c'est que sur la douleur, c'est globalement non significatif. À chaque fois, ce qui était utilisé, c'était des échelles numériques. Sauf pour l'étude d'O'Connor, mais quand on regarde, en fait, à J1, il n'y avait pas de différence vraiment significative, 4 versus 5 dans le groupe standard. À J3, 1 versus 5, donc là, on peut dire que notre cryoanalgésie commençait peut-être à être efficace, et à la sortie, 1 versus 4 avec un P significatif. La chose un peu plus intéressante, c'est la diminution de consommation d'opioïdes, en particulier dans les groupes, les études qui n'avaient pas d'analgésie par bloc intercostal, donc où c'était que de l'analgésie Perros. Donc là, on voit par exemple que dans l'étude de O'Connor, on avait une prescription qui était réduite à la sortie avec une dose cumulée d'équivalent de morphine de 49,7 versus 168 mg. Et dans l'étude de Gaspari, avec une réduction significative jusqu'à J3, et puis également à J5. Concernant les durées de séjour, on voit que l'ensemble de ces études ne s'accordent pas à dire qu'il y a une réduction de la durée de séjour des patients, et certaines études se sont intéressées également à la fonction pulmonaire. 2 études retrouvent un volume expiratoire forcé avec des valeurs plus élevées à J1 dans l'étude d'O'Connor, 1386 versus 1141 ml, et dans l'étude Frost, avec un volume expiré forcé plus élevé, 1200 versus 930 ml à 48 heures. À noter, donc je ne l'ai pas noté directement là, mais que ce qui est important, mais assez trop peu étudié dans ces études, c'est l'impact de la douleur neuropathique. Il y a l'étude de Wexler qui s'est interrogée sur la survenue de douleurs neuropathiques qui était supérieure dans le groupe cryothérapie à 2 semaines, avec un score de Lanz qui était à 13 versus 8. Et d'autres études, comme l'étude de Gaspari, ne retrouvent pas de majoration de la douleur neuropathique à 1 mois, 3 mois et 6 mois. Maintenant, l'état des lieux de la littérature dans les thoracotomies et les transplantations pulmonaires. Donc là, ce ne sont que des études rétrospectives, avec à chaque fois, pour l'étude d'Izaza et de Pourak, l'utilisation d'une analgésie péridurale. Et dans l'étude de Koons, c'est une analgésie par antalgique IVE et Perros, sans mise en place de péridurale. Donc, ce qu'on observe également, c'est qu'encore une fois, sur la douleur, il n'y a pas de différence significative. Koons trouve une différence significative statistiquement, mais qui n'est cliniquement pas très intéressante, des scores de N inférieurs à J3, avec une différence moyenne d'1,5 entre les 2 groupes en faveur du groupe cryothérapie, et J7, avec une différence moyenne d'1,3. Ce n'est pas des grosses différences de score, finalement. Ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'également la consommation d'opioïdes, finalement, n'est pas forcément diminuée dans les groupes où on utilise la péridurale. Par contre, elle est bien plus dans le groupe de l'étude de Koons, où on a une diminution dans le groupe cryothérapie avec moins 8,3 mg d'équivalent de morphine à J3, à J7, moins 16,5 mg, et à J14, moins 19,1 mg en post-opératoire. Concernant les durées de séjour, c'est globalement NS pour l'ensemble de ces études. Et sur la fonction pulmonaire, c'est pas statistiquement significatif, même si dans l'étude de Koons, il relève des valeurs un petit peu en faveur de la cryothérapie. Donc ça peut peut-être donner un signal, mais c'est pas significatif. Et enfin, dans la chirurgie d'anévrisme thoracique et chirurgie cardiaque, donc là, nous avons 3 études à nouveau rétrospectives. 2 dans la réparation d'anévrisme aortique thoracique et un autre dans les pontages aorto-coronariens.
On voit globalement que le standard, c'était l'analgésie IV dans l'étude de Clémence et d'Ocolari, et le BPV chez Tanaka. Globalement, toutes les études retrouvent une diminution de la douleur dans le groupe cryothérapie, à J2 post-opératoire, à J1, à J4 et J8 post-opératoire chez Tanaka. Et alors là, c'est assez bizarre parce qu'ils n'avaient pas comparé par rapport à un groupe standard. C'était en moyenne une N à 1,5 dans le groupe cryo pour l'étude de Docolari. La consommation d'opioïdes est également diminuée dans l'ensemble de ces études, que ça soit à peu près 60% inférieur dans le groupe cryo dans l'étude de Clémence et 36% de consommation d'opioïdes en moins dans le groupe cryothérapie. Donc ça concerne uniquement la durée hospitalière parce qu'ils n'ont pas suivi la consommation d'opioïdes en post-opératoire. On voit qu'il y avait un suivi à 5,7 mois, mais ils n'ont pas étudié la consommation sur l'ensemble de cette période, mais uniquement sur la période hospitalière. À noter également que dans l'étude de Docolari, pour les douleurs neuropathiques, il y avait 1,1 sur 10 à la sortie et 0,9 sur 10 à 5,7 mois au niveau de la survenue de douleurs neuropathiques. Donc notre expérience, on a fait une étude rétrospective sur la cryoanalgésie au CHU de Nancy. Parce qu'on avait la sensation, en utilisant cette technique, qu'on avait une réduction de la durée d'hospitalisation, diminution du séjour aux soins continus et une durée plus courte du cathéter péridural. Donc c'est une étude rétrospective monocentrique avec des analyses de données cliniques recueillies, centrée sur les résections pulmonaires majeures par thoracotomie, lobectomie et bilobectomie uniquement. Et on a comparé les 30 premiers patients qu'on avait traités par cryo aux 60 premiers patients de 2024. Donc le groupe cryo avait un bloc paravertébral dans tous les cas en single shot et le groupe contrôle avait une péridurale. Après exclusion des pneumonectomies, on avait 29 patients dans le groupe cryo et 54 dans le groupe contrôle. Donc là, c'est les critères démographiques qui étaient globalement semblables entre les deux groupes. Et donc, les choses qui sont revenues finalement significativement inférieures, c'est la durée de séjour en unité de soins continue et également la survenue de complications post-opératoires. Et quand on s'est renseigné sur ces complications post-opératoires, c'était essentiellement les complications pulmonaires qui étaient diminuées à type de pneumonie, d'atelectasie ou d'insuffisance respiratoire. Donc, si on doit conclure sur la cryoanalgésie, c'est un peu compliqué du fait de la littérature assez discordante. C'est une technique qui, sur le papier, permet une possible analgésie prolongée, réversible et bien tolérée. Elle a peut-être une meilleure indication dans les thoracotomies, ça reste à vérifier. Une efficacité démontrée sur la réduction de la consommation d'opioïdes dans pas mal d'études, un intérêt particulier en cas de contre-indication ou d'échec d'analgésie péridurale. Et c'est peut-être là, finalement, l'indication la plus importante. On a bien vu dans l'ensemble des études que c'est lorsqu'on n'avait pas de péridurale et que c'était que des antalgiques IV ou Péros qui avaient été mis en place qu'on trouvait des différences significatives. Bien garder en tête également quand on utilise cette technique de l'effet différé à 48-72 heures qui nécessite donc une analgésie complémentaire initiale. Chez nous, on fait facilement KT, BPV ou péridurale si c'est une thoracotomie. Une efficacité qui est incomplète avec certaines douleurs auxquelles il faut toujours penser et qui ne seront pas couvertes par la cryoanalgésie, typiquement les douleurs d'épaule liées au décubitus latéral. Et enfin, dans les perspectives, donc, il serait bien de faire des nouvelles études, et on est en train d'en discuter avec nos chirurgiens, sur la sélection des patients, sur la standardisation des protocoles, sur les niveaux d'application de l'ablation, le fait que le principal labo qui commercialise en France préconise de faire la manœuvre en début de procédure, alors que dans pas mal d'études, des fois, elle est faite en fin de procédure. Des études également prospectives multicentriques, peut-être s'assurer, plutôt que d'essayer de prendre un critère comme l'échelle numérique, qui est un peu compliqué, qui est très patient dépendant, s'intéresser à des critères de jugement principal comme la qualité de vie, le QR15, et puis faire des évaluations médico-économiques françaises, mais qui sont beaucoup plus compliquées. Il y a quelques datas pour les États-Unis où ils retrouvaient une étude de Miller dans le Pan Therapy 2025 qui retrouvait une économie de 5 221 $ pour le groupe cryo par rapport au séjour hospitalier. Nous, c'est en France quelque chose qu'on a bien plus de mal à faire puisque
la cotation des actes, etc., est beaucoup moins documentée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question là-bas. On va faire dans le micro pour enregistrer. Merci pour la présentation. Peut-être j'ai pas fait attention, mais je ne sais pas si vous avez parlé des différents dispositifs homologués qui existent ou pas pour la cryothérapie, les consommables, les différents, enfin, ce que ça représente en termes de... J'ai pas fait, effectivement, je me suis vraiment focalisé sur la technique en elle-même, sans parler des différents labos. Effectivement, il y a plusieurs labos. Nous, ce qu'on utilise à Nancy, c'est Atricure. Effectivement, ils sont en train de travailler de plus en plus sur des formats de sondes. C'est des sondes initialement qui sont prévues et largement utilisées déjà dans les chirurgies de l'ACFA durant chir cardiaque. Et effectivement, là, en discutant la dernière fois avec le labo, on voyait qu'ils sont en train de bosser également pour une application plus en chirurgie thoracique avec des bouts qui vont moins se congeler, parce que le risque également, c'est effectivement de mettre au contact de l'espace intercostal et d'avoir un morceau de poumon qui vient se coller et qui congèle et de faire des complications. Donc il faut quand même une bonne exclusion quand on utilise cette technique. Ils sont en train de travailler sur des sondes plus courtes et qui congèlent moins plus haut pour éviter ce type de désagrément. Ensuite, je ne suis pas rentré dans les détails des différents labos et de ce qu'ils proposent, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Nous, on a un problème de coût dans notre centre pour ces sondes-là, puisque la Tricure, c'est quand même quasiment 600 € le dispositif, je crois. Ou pas loin de 1000, ouais. Ouais, c'est ça, puisqu'il y a l'azote en plus à acheter. Parce que ça se branche pas sur les trucs d'azote habituels. En plus, il faut forcément sur leur processus dédié. Il y a des données médico-économiques autres que sur les durées de la réduction de séjour en réanimation, puisqu'en fait, nous, nos patients vont pas tellement en réanimation. Donc, j'ai du mal à vendre à la pharmacienne qu'on va gagner des sous avec ce produit. On gagne des sous ailleurs que sur la durée de séjour en réa ? Alors effectivement, donc c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que montrer qu'on gagne des sous en France, c'est un peu compliqué parce qu'on a du mal à dire combien coûte un séjour réellement hospitalier selon le parcours du patient. Sur les données qu'on a pour les États-Unis, eux, c'est vrai qu'ils ont des forts problèmes avec l'utilisation d'opioïdes en post-opératoire, avec l'accoutumance, avec tout ce qu'on connaît des États-Unis. Et ça, l'impact économique pour eux est plus fort, puisqu'ils arrivent à démontrer que s'il y a moins de consommation d'opioïdes, ils auront moins de problèmes. Et donc c'est un fait sociétal qu'on a peut-être moins en France. Donc c'est plus compliqué de démontrer les choses. Nous, pour notre part, effectivement, les patients, on n'a pas de protocole de service pour faire remonter les péridurales en secteur. Donc toute péridurale va aux soins continus. C'est encore comme ça. Et donc forcément, si on arrive à sevrer la péridurale à 48 heures plutôt qu'à 72 heures, par exemple, on gagne déjà une journée de séjour aux soins continus. Et c'est comme ça qu'on arrive à justifier. Mais dans les autres cas où les patients vont tous en secteur, c'est plus compliqué. On va prendre une dernière question avant de communiquer. Ah non, alors voilà, on a été rattrapé, désolé. Je remercie les intervenants, je vous remercie à tous d'être venus et je vous souhaite une bonne journée à la suite de ce congrès.